Saviez-vous qu'une perte d'à peine 2% de l'eau totale de votre corps est suffisante pour que votre esprit et vos performances physiques commencent à subir une détérioration significative? Il n'est pas nécessaire de ressentir une soif extrême pour que votre concentration mentale soit affectée ou pour que votre capacité à prendre des décisions rapides diminue drastiquement. C'est une réalité surprenante que beaucoup de gens ignorent et qui a un impact direct sur notre vie quotidienne, de la productivité au travail à la sécurité au volant. Notre corps est une merveille d'ingénierie biologique, une machine complexe où l'eau n'est pas seulement un composant de plus, mais le solvant universel et le véhicule d'innombrables processus vitaux. Elle représente environ 50 à 70% de notre masse corporelle totale. Chez un bébé, ce pourcentage peut être encore plus élevé, atteignant un impressionnant 75%, tandis que chez une personne âgée, la teneur en eau peut légèrement diminuer, se situant plus près de 50%. La distribution de ce liquide essentiel est fascinante. Environ 2/3 de l'eau corporelle se trouve à l'intérieur de nos cellules, constituant ce qu'on appelle le liquide intracellulaire. Le tiers restant, connu sous le nom de liquide extracellulaire, se distribue dans le plasma sanguin, qui est la partie liquide du sang, le liquide interstitiel qui entoure nos cellules et tissus, et d'autres fluides spécialisés tels que le liquide céphalorachidien, le liquide synovial dans les articulations et l'humeur vitrée des yeux. Cet équilibre hydrique est méticuleusement régulé par des mécanismes physiologiques complexes qui travaillent sans relâche pour maintenir un état d'homéostasie, une stabilité interne dynamique fondamentale à notre survie. Lorsque cet équilibre est menacé, le corps active une série de signaux d'alarme, et la soif est l'un des plus primitifs et puissants. La sensation de soif n'est pas simplement une envie, c'est une réponse physiologique sophistiquée, un signe sans équivoque que notre corps a besoin de reconstituer ses liquides pour maintenir son fonctionnement optimal. Les mécanismes qui déclenchent la soif sont principalement deux, bien qu'intrinsèquement liés. Le premier, et peut-être le plus commun, est la soif osmotique, qui s'active lorsque la concentration de solutés, comme le sodium, dans le liquide extracellulaire, qui est le liquide qui entoure nos cellules, augmente. Imagine que vous venez de déguster un repas riche en sodium, comme des frites très salées ou un plat de restauration rapide. Ce sel supplémentaire n'est pas éliminé immédiatement et, une fois absorbé, il élève la concentration de sodium dans votre sang et dans le liquide interstitiel. Cette forte concentration de soluté crée un gradient osmotique, attirant l'eau de l'intérieur de vos cellules vers l'espace extracellulaire dans une tentative de diluer le sel. En conséquence, vos cellules perdent de l'eau et rétrécissent. Dans des régions très spécifiques de votre cerveau, comme l'organe vasculaire de la lame terminale et l'organe subfornical qui se trouve à l'intérieur de l'hypothalamus, il existe des cellules nerveuses spécialisées appelées osmorécepteurs. Ces osmorécepteurs sont incroyablement sensibles au changement de taille cellulaire et à l'osmolarité du liquide extracellulaire. Lorsqu'ils détectent que les cellules rétrécissent en raison d'une perte d'eau, ils envoient des signaux électriques à d'autres zones du cerveau qui interprètent cette information comme un besoin urgent de boire de l'eau, générant l'intense sensation de soif osmotique. En plus d'activer la soif, ces osmorécepteurs stimulent également la libération d'une hormone cruciale, l'arginine vasopressine, également connue sous le nom d'hormone antidiurétique ou ADH. L'ADH agit sur les reins, augmentant la réabsorption d'eau des tubules rénaux vers la circulation sanguine, ce qui signifie que vous produisez moins d'urine et par conséquent conservez plus d'eau dans votre corps, un mécanisme de défense vital contre la déshydratation. Le deuxième mécanisme principal est la soif hypovolémique ou volumétrique, qui s'active lorsqu'il y a une diminution significative du volume sanguin total ou de la pression artérielle. Ce type de soif n'est pas directement lié à la concentration de soluté, mais à la quantité absolue de liquide circulant. Des situations telles qu'une hémorragie considérable, un épisode sévère de vomissement ou de diarrhée ou une transpiration profuse pendant un exercice intense dans un environnement chaud peuvent entraîner une perte rapide du volume sanguin. Le corps détecte cette diminution par l'intermédiaire de barorécepteurs, qui sont des récepteurs de pression situés dans les grands vaisseaux sanguins comme l'aorte et les artères carotides, et également par l'intermédiaire de récepteurs d'étirement dans les oreillettes du cœur. Lorsque le volume sanguin diminue, la pression artérielle chute et ces barorécepteurs envoient des signaux au cerveau. Par avènement, la réduction du flux sanguin vers les reins déclenche une série d'événements.
Les reins libèrent une enzyme appelée rénine. La rénine déclenche une cascade de réactions qui aboutissent à la formation d'une hormone très puissante appelée angiotensine 2. L'angiotensine 2 est un puissant vasoconstricteur, ce qui signifie qu'elle rétrécit les vaisseaux sanguins pour aider à augmenter la pression artérielle. Mais son rôle ne s'arrête pas là. L'angiotensine 2 agit également directement sur le cerveau, spécifiquement sur l'organe subfornical, stimulant fortement la sensation de soif. De plus, elle favorise la libération d'aldostérone par les glandes surrénales, une hormone qui aide les reins à retenir le sodium et par conséquent l'eau, ce qui contribue à restaurer le volume sanguin. Il est fascinant d'observer comment les deux types de soif, osmotique et hypovolémique, convergent vers l'hypothalamus, la région du cerveau qui agit comme le centre de contrôle principal pour la régulation de l'eau et de nombreux autres processus homéostatiques. L'hypothalamus intègre tous ces signaux, ceux des osmorécepteurs et ceux générés par l'angiotensine 2, pour produire la perception consciente de la soif et coordonner les réponses physiologiques nécessaires au rétablissement de l'équilibre hydrique. Il est important de comprendre que la sensation de soif apparaît souvent lorsque nous sommes déjà légèrement déshydratés. En d'autres termes, la soif n'est pas un mécanisme de prévention proactif, mais plutôt un signal de secours indiquant que notre corps a déjà commencé à souffrir d'un déficit hydrique. Par exemple, un athlète participant à un marathon peut se sentir légèrement assoiffé dès les premiers kilomètres, mais son corps aura déjà perdu une quantité considérable de liquide par la transpiration bien avant que la soif ne devienne accablante. Si vous attendez de ressentir une soif extrême pour vous hydrater, votre performance sera déjà compromise et le risque de souffrir de crampes, de fatigue ou même d'un coup de chaleur augmentera exponentiellement. Cette différence subtile est cruciale pour comprendre l'importance d'une hydratation constante et préventive, particulièrement dans les situations de forte demande hydrique. Les causes de la déshydratation sont variées et courantes. La plus évidente est l'apport insuffisant en eau, simplement en ne buvant pas assez tout au long de la journée. Beaucoup de gens sont tellement absorbés par leurs tâches quotidiennes qu'ils oublient de boire de l'eau ou n'y ont pas un accès facile. Un employé de bureau concentré sur son écran peut passer des heures sans boire un seul verre d'eau, accumulant un déficit qui se manifestera par une fatigue mentale à la fin de la journée. Une autre cause principale est la perte excessive de liquide par des processus tels que la transpiration intense qui se produit lors d'un exercice vigoureux, d'une exposition à des températures ambiantes élevées ou même lors d'états fébriles. Lorsque nous transpirons, nous perdons non seulement de l'eau mais aussi des électrolytes essentiels tels que le sodium, le potassium et le chlore, vitaux pour le bon fonctionnement des nerfs et des muscles. Les maladies gastro-intestinales provoquant vomissements et diarrhée sont également des causes importantes de déshydratation car le corps perd de grands volumes de liquide et d'électrolytes en peu de temps. Cela est particulièrement dangereux chez les jeunes enfants et les personnes âgées qui sont plus vulnérables aux conséquences graves de la déshydratation. Certaines conditions médicales, comme le diabète non contrôlé, peuvent entraîner une diurèse osmotique où l'excès de glucose dans le sein entraîne l'eau vers l'urine, augmentant la miction et par conséquent la perte de liquide. La consommation de certains médicaments, comme les diurétiques, prescrits pour traiter des affections telles que l'hypertension artérielle ou l'insuffisance cardiaque, peut également augmenter la production d'urine et le risque de déshydratation. Les symptômes de la déshydratation varient en fonction de sa gravité. Une déshydratation légère, qui implique une perte d'entre 1 et 2% du poids corporel dû au manque d'eau, peut se manifester par des symptômes subtils mais marquants. Il est possible de ressentir une fatigue inexpliquée, un léger mal de tête, une irritabilité inhabituelle ou une difficulté notable à se concentrer sur des tâches qui seraient normalement simples. L'urine peut devenir plus foncée que d'habitude, indiquant que les reins tentent de conserver la plus grande quantité d'eau possible. Un cas réel et courant est celui d'un étudiant universitaire pendant une période d'examen, qui se concentre intensément sur ses livres et oublie de boire de l'eau. Après quelques heures, il peut se sentir mentalement épuisé, irritable avec ses camarades et avoir du mal à se souvenir d'informations clés, attribuées à tort au stress alors que la cause principale est une déshydratation légère. La déshydratation modérée, qui représente une perte de 3 à 5% du poids corporel, présente des symptômes plus évidents. Vous pourriez ressentir des vertiges, des nausées, avoir des crampes musculaires douloureuses, remarquer une sécheresse buccale et une peau qui, lorsqu'elle est doucement pincée, met plus de temps à retrouver sa place, ce qui est connu comme une diminution de la turgescence cutanée. Votre pouls pourrait également s'accélérer à mesure que votre cœur travaille davantage pour pomper un volume sanguin réduit.
Pensez à un ouvrier du bâtiment exposé au soleil de midi sans remplacer les liquides, ou à un randonneur qui gravite une montagne par une journée chaude sans suffisamment d'eau. Ces personnes peuvent commencer à ressentir des vertiges intenses et des crampes qui les empêchent de poursuivre leur activité, mettant leur sécurité en péril. La déshydratation sévère, qui survient avec une perte de 5% ou plus du poids corporel, est une urgence médicale nécessitant une attention immédiate. Les symptômes sont alarmants et incluent une confusion mentale profonde, une léthargie extrême, une incapacité à transpirer même dans des environnements chauds, ce qui signifie que le corps ne peut plus réguler sa température, et dans les cas extrêmes, un choc, des convulsions et un coma. Un exemple tragique est celui des personnes égarées dans le désert ou des victimes de catastrophes naturelles sans accès à l'eau, où la déshydratation sévère peut rapidement entraîner une issue fatale si elles ne reçoivent pas immédiatement des fluides par voie intraveineuse. Les conséquences de la déshydratation chronique, c'est-à-dire un état de déshydratation légère mais persistante au fil du temps, peuvent être insidieuses et affecter de multiples systèmes corporels. Il existe un risque accru de développer des calculs rénaux car l'urine concentrée permet aux minéraux de cristalliser plus facilement. Les infections des voies urinaires sont également plus fréquentes en raison d'un manque de rinçage adéquat des voies urinaires. La constipation chronique est une autre conséquence, étant donné que le corps extrait l'eau des selles pour compenser le manque de liquide. Même les douleurs articulaires peuvent s'aggraver, étant donné que le cartilage qui recouvre les articulations doit être bien hydraté. Une hydratation adéquate est fondamentale pour maintenir toutes les fonctions corporelles en parfait état. L'eau est le moyen de transport pour les nutriments essentiels, les vitamines et les minéraux qui atteignent chaque cellule de notre corps. Sans suffisamment d'eau, la livraison de ces éléments vitaux ralentit, affectant la fonction cellulaire et la production d'énergie. C'est aussi le véhicule principal pour l'élimination des déchets et des toxines qui se forment constamment dans notre métabolisme. Les reins, par exemple, nécessitent une hydratation adéquate pour filtrer le sang et produire de l'urine qui élimine ces substances nocives du corps. Pensez à un système d'égout. S'il n'y a pas assez d'eau, les déchets s'accumulent. Un autre rôle crucial est la régulation de la température corporelle. Lorsque la température interne du corps augmente, que ce soit par l'exercice ou par la chaleur ambiante, l'eau s'évapore de la peau par la sueur, dissipant la chaleur et refroidissant le corps. Sans suffisamment d'eau, ce mécanisme de refroidissement devient inefficace, augmentant le risque de surchauffe et de coups de chaleur. L'eau agit également comme un lubrifiant naturel pour nos articulations, permettant aux os de glisser en douceur les uns sur les autres sans friction. Elle aide à protéger les organes et les tissus, agissant comme un amortisseur, par exemple le liquide céphalorachidien qui protège le cerveau et la moelle épinière. De plus, l'impact de l'hydratation sur la fonction cognitive est immense. Des études ont montré que même une déshydratation légère peut altérer la mémoire à court terme, réduire l'attention et affecter l'humeur, provoquant irritabilité ou apathie. Un enfant à l'école qui ne boit pas assez d'eau peut avoir des difficultés à se concentrer en classe, ce qui se traduit par un rendement scolaire inférieur. De même, un conducteur qui entreprend un long voyage sans s'hydrater correctement peut ressentir de la fatigue et des temps de réaction plus lents, augmentant le risque d'accident. Alors, la question clé est de combien d'eau avons-nous besoin? La recommandation générale de 8 verres de 240 ml par jour, ce qui représente environ 2 litres, est un bon point de départ pour la plupart des adultes. Cependant, il s'agit d'une ligne directrice générale et la quantité réelle dont chaque personne a besoin peut varier considérablement. Des facteurs tels que le niveau d'activité physique sont déterminants. Un athlète de haut niveau qui s'entraîne plusieurs heures par jour, surtout par temps chaud, pourrait avoir besoin de 3 ou 4 fois plus d'eau qu'une personne sédentaire. Par exemple, un cycliste professionnel du Tour de France peut consommer plus de 10 litres de fluide en une seule journée de compétition. Le climat est un autre facteur crucial. Dans les environnements chauds et humides, la transpiration augmente considérablement, augmentant ainsi le besoin d'hydratation. En revanche, dans les climats froids, la sensation de soif peut être moindre, mais le corps perd toujours de l'eau par la respiration et la peau, l'hydratation reste donc importante. L'alimentation influence également. Les personnes qui consomment une grande quantité de fruits et légumes riches en eau obtiendront une partie de leur hydratation de ces aliments. Une pastèque, par exemple, est composée à plus de 90% d'eau. Les conditions de santé sont également un facteur. Ceux qui souffrent de fièvre, de vomissements, de diarrhée ou de certaines maladies rénales ou cardiaques peuvent avoir des besoins hydriques spécifiques qui doivent être surveillés par un professionnel de la santé. Enfin, l'âge joue un rôle important. Les bébés et les jeunes enfants sont plus sensibles à la déshydratation en raison de leur plus grande surface corporelle par rapport à leur poids et du fait qu'ils ne peuvent pas toujours communiquer leur soif.
Les personnes âgées, en revanche, ressentent souvent une diminution de la sensation de soif avec l'âge, ce qui les expose à un risque plus élevé de déshydratation. Pour cette raison, il est essentiel que les soignants encouragent les personnes âgées à boire des liquides régulièrement, même si elles n'expriment pas de soif. C'est une erreur courante de penser que nous ne devrions boire que lorsque nous avons soif. Comme nous l'avons déjà mentionné, la soif est un signe que le corps est déjà en état de déficit. Se fier uniquement à la soif signifie que nous opérons constamment à la limite, ce qui peut affecter négativement nos performances physiques et mentales. Un autre mythe est que toutes les boissons hydratent de la même manière. Bien que la plupart des liquides contribuent à notre apport total en eau, tous ne sont pas optimaux pour l'hydratation. Les boissons sucrées, comme les sodas et les jus transformés, peuvent ajouter une grande quantité de calories vides et, en excès, peuvent même favoriser la diurèse osmotique, c'est-à-dire nous faire uriner davantage. Les boissons contenant de la caféine, comme le café et certaines boissons énergisantes, ont un léger effet diurétique, ce qui signifie qu'elles peuvent vous faire perdre un peu plus d'eau que vous n'en ingérez. L'alcool est un diurétique puissant qui peut entraîner une déshydratation importante, comme le sait bien quiconque a déjà fait l'expérience d'une gueule de bois. La meilleure option pour l'hydratation reste l'eau pure et simple. Elle ne contient ni calories, ni sucre, ni additifs pouvant interférer avec sa fonction. Bien sûr, dans les situations d'exercice intense et prolongé, les boissons pour sportifs contenant des électrolytes peuvent être bénéfiques pour reconstituer les sels perdus par la transpiration, mais pour la vie quotidienne, l'eau est plus que suffisante. La croyance selon laquelle la règle des 8 verres de 240 ml est universelle et applicable à tous sans exception est également une simplification. C'est un guide utile, mais pas une règle inébranlable. La quantité idéale d'eau varie tellement que la meilleure stratégie est d'écouter votre corps, de surveiller la couleur de votre urine, qui devrait idéalement être d'une couleur jaune pâle, et de boire régulièrement tout au long de la journée, pas seulement lorsque vous sentez la gorge sèche. Dans la vie réelle, les exemples de la façon dont la déshydratation affecte les personnes sont abondants. Considérons les athlètes. Un footballeur professionnel lors d'un match sous le soleil peut perdre jusqu'à 2 litres de sueur par heure. S'il ne reconstitue pas ses liquides de manière continue, ses performances sur le terrain diminueront drastiquement. Sa vitesse sera réduite, sa précision dans les passes sera affectée et sa capacité à prendre des décisions rapides en fractions de secondes disparaîtra. Ce n'est pas seulement une question de confort, mais un désavantage compétitif clair et un risque pour sa santé. Ou pensons aux travailleurs de bureau. Un employé qui passe 8 heures devant un ordinateur sans une bouteille d'eau à portée de main peut finir la journée avec une fatigue mentale qui le rend moins productif, plus sujet aux erreurs et moins capable de se concentrer sur des projets importants. Souvent, ces personnes ont recours au café pour combattre la fatigue sans se rendre compte que la solution la plus simple et la plus efficace pourrait être un verre d'eau. Les personnes âgées, comme mentionné, sont particulièrement vulnérables. Leur sensation de soif diminue et de plus, beaucoup peuvent avoir peur de boire trop pour éviter des allers-retours fréquents aux toilettes, surtout la nuit. Cela peut entraîner une déshydratation chronique qui aggrave des problèmes de santé existants, augmente le risque de chute dû aux étourdissements et peut entraîner une confusion mentale qui est souvent confondue avec le déclin cognitif. Du vieillissement. Lors d'un été avec des vagues de chaleur extrêmes, de nombreux cas d'urgence dans les hôpitaux impliquent des personnes âgées déshydratées. Pour éviter la déshydratation, la prévention est essentielle. Établir des habitudes d'hydratation est fondamental. Toujours avoir une bouteille d'eau réutilisable avec vous peut être un rappel visuel constant pour boire. Si vous travaillez à un bureau, ayez une bouteille d'eau pleine à portée de vue et habituez-vous à la remplir plusieurs fois par jour. Programmer des alarmes sur votre téléphone ou utiliser des applications de rappel d'hydratation peut aussi être une stratégie efficace pour assurer un apport régulier. N'attendez pas d'avoir une soif intense. Buvez de petites gorgées d'eau de manière continue tout au long de la journée. Incorporez des aliments riches en eau dans votre alimentation, comme les concombres, la laitue, les oranges, les melons et les fraises. Dans les environnements chauds ou pendant l'exercice, augmentez proactivement votre consommation de liquide. Faites attention aux signaux de votre corps et à la couleur de votre urine. Ce sont les indicateurs les plus fiables de votre état d'hydratation. En résumé, la science de la soif révèle un système sophistiqué et vital qui protège notre équilibre interne.
Comprendre comment et pourquoi notre corps nous demande de l'eau n'est pas seulement un fait curieux, c'est un outil puissant pour améliorer notre santé, nos performances et notre bien-être général. L'hydratation n'est pas une mode, c'est une nécessité fondamentale que nous sous-estimons souvent. Explorateurs, nous espérons que cette immersion profonde dans la science de la soif vous aura donné une nouvelle perspective sur l'importance de l'eau dans vos vies. Si vous avez trouvé cette vidéo informative et précieuse, veuillez lui donner un j'aime, vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres découvertes fascinantes et partager ces connaissances avec vos amis et votre famille. Vos commentaires sont essentiels pour nous. Dites-nous dans la section ci-dessous quelles habitudes d'hydratation vous avez ou si vous avez déjà ressenti les effets de la déshydratation. Votre soutien nous permet de continuer à explorer les mystères de notre monde et de notre propre corps.